les phénomènes de mode et la culture autour de la bière. Donc cette conférence va être animée par Philippe Wouters. Donc, Philippe Wouters, Bonjour. voilà. Et je vois qu'on a aussi bien dormi que moi. Oui. Et une éminence donc dans la bière. Hein. Éminence, c'est-tu religieuse? Hein? Oui. Merci, Karim. Donc Philippe Wouters, qui est donc d'origine belge, mais installé au Québec, au Canada, et donc qui est éditeur, fondateur du journal gratuit Bière et Plaisir. Exact. Édité à 75 000 exemplaires. Ouais, 75 000 Voilà. exemplaires à travers le Québec. Donc on est un journal à gros tirage en fait. Et la fréquence tous les 2 mois, 6 Tous par les an. mois. Okay. Un journal gratuit, donc le but c'est de promouvoir la culture bière auprès d'une clientèle, enfin de consommateurs les plus larges possibles. Et je suis également propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Atelier des bières, qui offre des services d'animation, formation, consultation à travers le Québec pour tout ce qui est bar, restauration. J'ai à peu près 35 animateurs et animatrices sur la route et on fait des activités à domicile, etc. Au Québec, on est rendu avec quelque chose d'intéressant. Au niveau des activités à domicile et activités animation en magasin, on en fait à peu près une trentaine, quarantaine par mois. Donc ça bouge pas mal et on s'amuse beaucoup. Bon, je vais te laisser la parole et puis commencer ta conférence. Alors pour l'audience, si jamais vous avez la moindre question pendant le déroulement de la conférence, levez la main tout de suite et comme ça on pourra vous passer le micro. Et puis comme pour toutes les autres conférences que je présente et qui sont anglaises, si jamais vous avez besoin de traduction, merci, vous pouvez Karim. aussi me demander, je serai là pour la traduction. Voilà. Merci Karim. Allez. C'est vrai que j'ai attrapé l'accent, moi ça fait 20 ans que je vis au Québec, puis j'ai un peu attrapé l'accent québécois, surtout des expressions. Pour la petite histoire, je suis belge, j'ai vécu en France aussi avant de m'installer. J'ai participé à des sessions de brassage, j'ai vu chez Cantillon en Belgique la fin de Jean-Pierre, l'arrivée de Jean. Je suis dans la bière depuis, en fait, mon frère a travaillé pour un bar à bière spécialisé à Bruxelles, fait que je suis dans la bière depuis l'âge de 12 ans. À m'intéresser culturellement à ce que c'est, puis je me suis beaucoup intéressé à l'humain avant le produit. Pourquoi ? Parce que ce que tu bois, c'est fait par un artisan, et cet artisan-là, il a une philosophie, il a des valeurs, et ça se voit beaucoup dans les produits. Et justement, vous allez voir, on va déguster 2 produits. Alors, comment ça marche ? J'ai été chercher des bouteilles auprès des artisans, puis je leur en remercie d'ailleurs. Je ne sais pas combien est-ce qu'on serait, fait que mettez-vous un petit fond, genre 50 ml, puis passez-vous les bouteilles entre vous. Et donc, la bière des brasseurs savoyards, elle va être dans le verre de gauche, et la bière de la Mélusine va être dans le verre de droite. Comme ça, tout le monde s'entendre là-dessus. Puis vous pouvez le faire pendant que je parle, dans le sens que c'est vraiment à la bonne franquette. On va pouvoir discuter là-dessus. Alors, bien évidemment, pourquoi est-ce que je décide de faire une conférence sur les tendances ici à Planète Bière? J'ai la chance, en étant installé pas loin de Montréal, dans un plateau francophone, bien évidemment, le Québec, j'ai la chance de pouvoir fréquenter Belgique, France, Europe, dans différents concours internationaux, dans le sens que j'ai été juge dans des concours comme le Birra Delano en Italie, je suis allé au Barcelona Beer Festival, World Beer Cup, etc., etc. Je ne juge plus, c'est une raison très simple, c'est que j'aime trop la bière pour juger. Moi, boire 40, 50 bières par jour, puis à la fin de la journée, commencer à dire « Ah ben celle-là, elle manque un peu de finesse alors que je me suis tapé 50 bières avant », ça m'énerve. Donc j'ai décidé tout simplement d'arrêter de juger parce que je pars du principe que les concours de bière, ce sont surtout des concours de circonstances. Et donc ça, c'est un point de vue, effectivement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le fait de pouvoir avoir vu pas mal de choses, j'ai voyagé énormément sur le continent nord-américain, que ce soit sur la côte ouest, le sud, la côte est, effectivement. Et donc, ce que je fais chaque fois que je voyage, c'est que je vais visiter un endroit qui est sélectionné soit par bouche à oreille, etc. Et une fois que j'ai sélectionné cet endroit-là, c'est à cet endroit-là, une fois que j'ai bu les bières avec le brasseur, etc., que je lui demande, toi, où est-ce que tu irais si tu avais envie de boire une bière maintenant? Et ça permet de faire des découvertes chaque fois, et ça permet de voir effectivement s'il y a des tendances, ça permet de voir si jamais il y a des choses assez intéressantes. Et donc, je vais vous parler du marché, je vais vous parler de ce qui s'en vient, je vais vous parler de quelle est la perception nord-américaine des styles versus la perception européenne. Il y a beaucoup de différences. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une tendance? Pouvez-vous être en mesure de me dire, rapidement, direct, tiens, tu voulais le micro, non? Mais, à votre avis, c'est quoi une tendance bière? Karim, tu
J'ai besoin de toi pour voir s'il y a des gens dans la salle qui sont capables de me répondre. Et allez-y, franchement, en fonction de ce que vous savez, si jamais... en fait, grosso modo, quelle est la différence entre un style et une tendance? Le savez-vous? Bon, ben, je vais vous le dire. Vous êtes pour l'instant gêné, vous n'avez pas encore bu assez de bière. C'est simple. Une tendance, c'est un style que tu connais, mais que tu n'as pas encore bu. Donc, par exemple, vous allez entendre parler... on entend parler des brutes IPA, puis là, ça commence à arriver effectivement un peu partout. Brut IPA, c'est une tendance de bière nord-américaine qui est une tendance qui est venue d'un peu nulle part, enfin surtout de San Francisco. Donc, on entend parler de Brut IPA, une bière sèche. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble, on ne sait pas trop comment la faire, mais on sait juste que c'est quelque chose qui nous amène la sécheresse en bouche en finale. Et ça, c'est intéressant parce que techniquement, en fait, cette bière-là, on va la voir un peu plus tard, elle est fabriquée avec un processus de fabrication au niveau du mash, donc au niveau de l'empâtage, qui est un petit peu particulier. Mais là, aujourd'hui, j'ai goûté des trucs. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Paris, ça fait 3 jours que je suis à Paris, mais j'étais au Supercoin. J'ai bu Brut Pils de Outland. L'utilisation du terme brut avec le terme pils, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Et là, c'est quoi? C'est qu'on a déjà la Brut IPA, que ça fait à peine 2 ans, qui commence à sortir un peu partout. Et on est déjà en train d'utiliser le terme brut de Brut IPA pour pouvoir venir coller Brut Pils, c'est-à-dire une pils plus sèche. Et c'est ça une tendance. Une tendance, c'est d'utiliser un terme qui est principalement issu et retiré d'un style ou d'un savoir-faire pour ensuite de ça leur diriger vers autre chose. Et je vais être un peu critique, mais la Brut Pils, c'était bonne, hein, Karim, on l'a bu ensemble, c'était très bien. Hein. Une bonne bière, c'est une bière que j'ai envie de boire 2 fois de suite. On boit dans le milieu de la bière énormément de bière. Mais dites-vous une chose, est-ce que celle-là, je serais prêt à la boire 2 fois de suite? Et ça te donne un peu une idée. Je ne dis pas qu'il faut que tu te bourres la gueule non plus, c'est pas ça le but. Mais je veux dire, c'est qu'en tant que professionnel, on a toujours tendance à goûter de la bière à 50 centilitres, non, je traduis mal, mais 5 centilitres plutôt, 50 centilitres. Quand tu dégustes en 50 centilitres, c'est des demi-litres, ça? Ouais, c'est une belle dégustation, ça. Et donc, c'est ça les tendances. Et techniquement, pour revenir un peu là-dessus, on va se rendre compte que les tendances, c'est pas nouveau. Il y a des faits historiques là-dessus. Par exemple, historiquement, au 16e, 15e, enfin, on est plutôt au 16e siècle, 15e siècle, on brassait de la bière dans les chaumières, on brassait de la bière partout dans les villages. Le métier de brasseur n'était pas vraiment un métier encore professionnel. Et à un certain moment, il faut savoir qu'on faisait tout et rien. Donc c'était quoi? C'était tout simplement une décoction de céréales avec de l'eau. C'était une fermentation bien évidemment spontanée. On n'avait aucune connaissance sur les levures. Et à un certain moment, les empereurs, les rois, les autorités ont commencé à dire stop, on fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on va parfois assaisonner le mou avec des épices ou des herbes qui viennent de la forêt, et certaines pouvaient être mortelles. Fait qu'on avait des intoxications, et à un certain moment, c'était stop. Et surtout, à l'époque, les seigneurs et rois et empereurs, et même les autorités, même au XVIIIe siècle, se sont rendus compte que la bière, on en buvait beaucoup. Donc on a commencé à la taxer. Et comment est-ce qu'on a commencé à taxer ça? Eh bien, entre autres avec le gruy, où si tu voulais brasser une bière ou au moins avoir le droit de boire une bière, ben, il fallait que tu trouves le greut, en fait, c'est-à-dire le mélange d'herbes qui était fabriqué par qui était assemblé par qui était assemblé par les moines. Et ça a commencé à créer effectivement des assemblages qui étaient typiques et régionaux. La question, et je répondrai pas tout de suite, mais pourquoi est-ce qu'une blonde belge contient de la coriandre et des écorces d'orange séchées? Pourquoi écorces d'orange séchées? C'est pas un truc belge, les écorces d'orange séchées. Je veux dire, moi, je connais pas un belge qui fait pousser des oranges. Donc, la coriandre, il y en a. Mais on associe coriandre à Belgique. Pourtant, historiquement parlant, on regarde, si vous lisez des anciens livres de brasserie anglaise, vous allez voir que la coriandre était utilisée en Angleterre. Pas en Allemagne, mais en Angleterre. Elle était utilisée également en France. Et en fait, cette coriandre-là était très utile pour pouvoir diminuer considérablement les effets de l'oxydation sur la dégustation. Parce que la bière oxydait. Parce que la bière, bien évidemment, on la buvait pas forcément dans le temps voulu. Autre exemple, Berliner Weiss. Berliner Weiss, tout le monde connaît ça comme un style de bière de blé acidulé. Historiquement parlant, la bière était brassée, fermentée en 2 jours, vendue le plus rapidement possible au cafetier, et elle s'oxydait, elle s'infectait avec le temps. Et on venait couper avec des sirops, on venait couper effectivement avec du sucre, on venait couper cette acidité. Les Belges, les Bruxellois avec les lambics venaient couper l'acidité de la bière parce que c'était tout simplement pas facile à boire. Donc à partir du moment où les gens vont commencer à couper avec le sucre l'acidité d'une bière, c'est qu'ils voulaient en boire beaucoup. Et ça c'est intéressant parce que ça nous a fait venir arriver avec la Pilsner. La Pilsner en 1842 en Bohème, on est chez un brasseur, c'est un brasseur allemand, brasseur Sedmar, qui découvre qu'on peut brasser
une bière blonde, 100% malt Pilsen. Alors à l'époque, c'était pas tout à fait ça, mais maintenant, c'est le cas du style. Avec une levure de lager, donc une levure de fermentation basse, et que cette bière blonde-là, elle a comme qualité d'être buvable. Et on en boit beaucoup. Et on va avoir un raz-de-marée de la Pilsner qui va commencer fin du 19e jusqu'à milieu avant la Seconde Guerre mondiale. Et ce raz-de-marée de Pilsner va nous faire en sorte qu'à un certain moment, on va avoir une tendance, c'est d'associer le terme blonde à bière facile à boire. C'est encore le cas. Quand les gens commandent de la blonde, ils commandent une bière facile à boire. Pourtant, tu peux leur donner une blonde acidulée, tu peux leur donner n'importe quoi, mais on a encore ce mot associé à blonde. Et à la limite, si vous connaissez Duvel, Duvel était une bière brune avec une levure qui venait d'Écosse. Ils l'ont passée à blonde. Au même moment que quoi? Au même moment que les grandes brasseries belges, en l'occurrence Willmans, arrivaient avec sa pils partout dans les cafés. Puis eux, ils ont dit, mon Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, mais on n'est pas en mesure de brasser de la lager. On va la faire de couleur blonde. Ah ouais, les gens vont avoir l'impression que ça ressemble. Westmalle, même chose avec sa triple. On est dans les années 30, 34 je crois, qui a décidé de développer une triple blonde. Pour ceux qui brassent, si vous connaissez le principe de simple, double et triple au niveau de la bière, pourquoi est-ce qu'une double elle est ambrée brune puis une triple elle est blonde? Logiquement, ça n'a aucun effet. Donc c'est ce genre de choses-là qu'on se rend compte là-dessus. Et puis, un petit peu moins loin que le 19e siècle, les courants brassicoles à peu près logiques, c'est qu'on va avoir un courant microbrassicole qui va s'ouvrir fin des années 70 aux États-Unis, sur la côte ouest. Et les microbrasseries américaines qui vont commencer à se développer vont commencer à vouloir sortir des bières pour se distinguer par rapport à ce qui existait déjà sur le sol américain, c'est-à-dire de la lager internationale, Miller, Budweiser, Coors. Et on va y aller avec quelque chose de très intéressant, le houblon. Et j'aime dire que le houblon est à la bière ce que le cépage est au vin. On aime beaucoup dire « Oh, il y a du citrat ». Demandez à 90 personnes qui goûtent votre bière « OK, c'est quoi du citrat ?» Ils vont vous dire c'est un houblon. « OK, mais c'est quoi la particularité du houblon citrat ?» Peu vont être capables de vous répondre. Mais on recherche effectivement cette recherche de terroir. On recherche le plus possible la possibilité de pouvoir parler de bière, bien évidemment, mais surtout de vouloir parler de savoir-faire local. Nous avons ici, je ne sais pas combien de brasseries, beaucoup, on va dire plus d'une centaine. Tous font le même produit, de la bière, de l'eau, de la céréale, du houblon, de la levure, épices, adjuvants, etc. et ou fruits pour certains. Comment est-ce qu'ils arrivent à se différencier? Par le savoir-faire et ensuite de ça par les ingrédients. Et ça fait une grosse différence. Pourquoi? Quelle est la matière première principale de la bière? Pouvez-vous me le dire? Pardon? L'eau. Ça fait depuis hier que je suis là. J'ai bu de la bière avec beaucoup de personnes. Je n'ai pas vu une seule personne me dire « Waouh, l'eau utilisée pour faire cette bière-là, là, elle est vraiment bonne. » On s'en fout de la flotte. OK? On se concentre sur quoi? On se concentre sur les matières premières comme le houblon, principalement et la céréale. T'avais une question? Ouais, pardon? Qu'est-ce qu'il y a le malt? Attends, on t'entend pas. Karim, cours, Karim, cours. Par rapport aux ingrédients principaux, c'est ça? Ouais. Bah, le malt. Oui, mais je l'ai dit, j'ai dit les céréales. Ah, d'accord. Ouais, c'est parce que toi, tu dis malt, mais moi, je dis céréales parce qu'il y a de l'orge, il y a du blé, il y a de l'avoine, il y a de l'épeautre. Puis, en fait, l'orge de brasserie, on l'utilise depuis beaucoup moins longtemps qu'on le laisse paraître parce que, principalement, les fermes brassicoles utilisaient beaucoup... En fait, les fermes brassicoles utilisaient ce qu'ils avaient. Donc, grosso modo. Mais oui, la céréale. Mais la céréale, même chose, on commence à avoir un retour. Tu vas voir, je vais revenir là-dessus. Il y avait des choses intéressantes. Et puis, ces brasseurs-là que je fréquente ici, que j'aime beaucoup fréquenter quand je viens en France, eh ben, ils se comparent. Puis ça se fait partout aux États-Unis. Quand tu vas dans des festivals aux États-Unis, les brasseurs, ils se baladent entre eux, ils goûtent, ils sentent. Il y a une fraternité qui existe. Et cette fraternité, elle existe dans d'autres domaines. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la bière, ça se parle, ça se compare. Puis ça parle de technique. Et ces techniques, c'est le fun parce que ça parle surtout de tendance. Et c'est donc les tendances du moment. Pouvez-vous me nommer la grande tendance des 20 dernières années dans la bière partout dans le monde? Garland, tu viens de me le dire. Les IPA, c'est ça que tu as dit? Parfait, on y va avec IPA, vous avez entièrement raison. Les IPA contemporaines. Alors cette présentation-là, si jamais vous la voulez, ça va me faire plaisir de vous la renvoyer, on se fera un échange de cartes. D'abord, l'IPA originale est anglaise. Elle est... est-ce qu'on peut... non, les mesdames sont parties. Karim, est-ce que tu peux me trouver des verres pour qu'on puisse boire, nous aussi? Merci. L'IPA originale est anglaise.
Elle était brassée originalement avec plein de choses. Historiquement parlant, quand on regarde comment est-ce qu'une brasserie faisait de la bière, il ne faisait pas forcément de la IPA. D'abord, dans des vieux livres brassicoles anglais, entre autres William Black, qui a fait un livre dans les années 1830, le dit clairement, si le houblon sent, faites-le vieillir, ça sent pas bon. Donc les Anglais n'allaient pas chercher l'aromatique du houblon. Les Anglais allaient chercher l'amertume. Et l'amertume du houblon, en fait, c'est un mal nécessaire parce que le houblon, on ne le mettait même pas pour l'amertume. Le houblon, on le met pour les propriétés antiseptiques naturelles du houblon. Et puis, on est sur celle-là, merci. Et donc, les propriétés de protection de la bière. Et accessoirement, c'est amer. Puis le houblon, il contient différentes choses. Il contient des huiles essentielles qui vont nous donner effectivement des arômes. Myrcène, cariophyllène, des arômes d'agrumes, des arômes de fruits tropicaux. Mais il va nous donner également des acides alpha et des acides bêta, c'est-à-dire de l'amertume noble, de l'amertume un peu astringente. Et donc ça, on faisait de la bière. Puis les Anglais faisaient de la bière qu'ils appelaient parfois de la Oktoberbier, de la Pale Ale, mais également de la Amber Beer, de la Amber Ale, qui était tout simplement le deuxième rinçage, ou qui était tout simplement une bière plus légère. Ils faisaient aussi de la bière de table. Pourquoi? Parce que le fait de boire des bières à 1,5-2% d'alcool, c'était le fait de boire un produit qui était sain, qui n'était pas pathogène. Ça, c'était important. Et donc, on est sur du IPA original. IPA anglaise, là, en Amérique du Nord, là, on n'en voit presque plus. Pourquoi? C'est passé. Ils sont rendus aux IPA contemporaines. Ensuite de ça, nous avons les pale ale avec du seigle, ce qu'on appelle les rye pale ale, où là, dans ce cas-là, on rajoute du seigle tout simplement dans la recette, et on peut avoir quelque chose d'intéressant. Et puis, fin des années 70, début des années 80, les jeunes brasseries ont commencé à brasser des bières avec du houblon pour se différencier, et ils en ont mis beaucoup. Et pour faire la différence des bières, on a commencé à appeler ça des Pale Ale ou des West Coast IPA. Donc, American Pale Ale, West Coast IPA, c'est assez proche au niveau du taux d'alcool, puis parfois de la densité finale que ça change. Et là, on a commencé à avoir effectivement des West Coast IPA. West Coast IPA, donc, on est San Francisco, Seattle, Portland, Vallée de la Yakima, Houblon, Cascade, Centennial, Citra, Mosaïque, etc., etc. Et puis, on a un brasseur, on est à Burlington. T'as une question? Vas-y. Ouais, Karim, il aime ça co-animer avec moi parce qu'il n'a jamais autant couru. C'est une question sur les houblons américains. Ouais. C'est des houblons qui ont toujours existé aux États-Unis ou c'est des houblons qui ont été créés de la main de l'homme récemment? C'est excellent comme question parce que figure-toi que dans un bouquin que j'ai regardé, un bouquin historique, on parle de houblon américain. Donc un bouquin de brassage anglais, on parle de houblon américain, mais il ne précise pas forcément le nom du houblon. Et donc c'est sûr qu'il y a toujours eu du houblon aux États-Unis parce que de toute façon, il fallait fournir les brasseries. Nous avons un jeune Allemand qui a quitté l'Allemagne pendant la guerre civile dans les années 1850, qui s'appelle Miller. Miller est allé s'installer à Milwaukee et il avait besoin de houblon pour faire sa bière. Et maintenant, Miller est rendu un gros groupe brassicole. Puis lui, il faisait de la Pils. Donc, ils avaient besoin de houblon. Donc, c'est persuadé. Il y avait des champs de houblon dans le sud de l'Ontario et l'est des États-Unis qui faisaient des houblons de style Fuggles, Golding, etc. Donc, des houblons anglais, des houblons allemands. Mais dans l'Ouest, ils ont probablement, à partir des années, je te dirais qu'à partir du début du 20e, il a commencé à avoir des croisements. Ça ne s'appelait pas forcément Cascade, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont des marques déposées aussi. Il y a des houblons que tu peux faire venir ici puis planter. Et il y en a d'autres que c'est interdit, c'est breveté. Mais en règle générale, oui, les Américains ont toujours eu du houblon, mais pas forcément celui qu'on a d'aujourd'hui. Et donc, pour revenir sur ma Black IPA, on est à Burlington, dans le Vermont. On a un brasseur qui s'appelle Greg Noonan qui décide de brasser une bière avec des houblons américains extrêmement floraux, mais sur une base de stout. Et lui, il avait décidé d'appeler ça la Cascadienne, pour la chaîne des Cascades, Cascadienne Dark Ale. Et les brasseurs, enfin les geeks qui ont bu ça, ils ont dit « c'est trop compliqué ça, Black IPA ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite de ça, à San Diego, dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, on a des brasseries qui se disent « Hey, si on faisait des trucs charpentés, c'est pas compliqué. Quand on parle de bière belge, on parle de quoi en Amérique du Nord? Alcool, sucre. On va faire une bière d'inspiration belge, mais avec des houblons américains. Et on va faire un hommage au style belge, on va appeler ça double IPA. Puis là, il y a des brasseurs qui ont fait « Ouais, ben moi je veux faire un hommage au style anglais, je vais appeler ça Imperial IPA. » Pour Imperial Stout, Imperial qui voulait tout simplement dire bière plus forte et historiquement vendue. Et encore, c'est encore Michael Jackson qui a un peu foutu le bordel là-dedans. Mais grosso modo, on y va. Pas le chanteur. Hein. Non, pas celui en plastique, le vrai... Not the king of pop, the king of hops. Kings of Pop, t'as exactement raison. Et bien évidemment, si on a eu des grosses bières double Imperial IPA, on a commencé tout doucement à se rendre compte qu'on voulait quelque chose de léger.
Donc de houblonné, d'aromatique, mais de léger. Session IPA. Et le terme session nous vient des Anglais. Le terme session, si je devais résumer, qu'est-ce que c'est qu'une session beer? C'est une bière que tu peux boire à un moment où tu n'as pas le droit de le faire. Donc l'après-midi, grosso modo, petite bière vite fait, 3,5% d'alcool, hop là. Puis c'est ce que les Anglais faisaient, c'est-à-dire qu'ils travaillaient. La bière anglaise a été très longtemps liée aux soldats anglais. Même quand à l'époque les Anglais conquérissaient le monde avec l'Amérique du Nord, les Indes, l'Afrique, etc. Maintenant, ils ont un petit peu perdu tout ça. Ils sont en train de perdre l'Europe même. Alors, ce qui est intéressant avec le courant IPA, c'est qu'on a commencé à voir également que si tu utilisais une levure, et ça c'est typiquement nord-américain, puis ça a un petit peu foutu le bordel dans les styles, si tu utilisais une levure qui venait d'un pays et qui avait un profil particulier, donc les Belges avec leur levure extrêmement estérisante, flocculante, etc., eh ben ça devient un style. Donc si tu utilises une levure belge et que tu fais une IPA, ça devient Belgium IPA. Si tu utilises une levure Brettanomyces pour pouvoir fermenter ta bière et que tu fais du dry hopping à la fin, ça devient Brett IPA. Ensuite de ça, les brasseries de la côte Est, Massachusetts, toute Philadelphie en montant à Massachusetts jusqu'à Portland dans le Maine, se sont dit, nous aussi on fait des bières IPA assez fortes, assez puissantes. On va appeler ça des East Coast IPA pour faire un pied de nez à ceux qui brassent de la West Coast IPA. Puis là vous allez me dire, et dans le milieu il se passe quoi? Eh ben depuis quelques années on voit des Midwest IPA. Okay? C'est la même chose, c'est juste un petit pied de nez et à s'amuser là-dessus. Le premier brasseur qui a fait une bière IPA avec des fruits, il a appelé ça comment? Fruit IPA. Ensuite de ça, quelque chose qu'on voit un petit peu moins au Québec par rapport à ce qu'on fait, mais beaucoup aux États-Unis, et il y en a d'ailleurs une qui a gagné une médaille d'or ici, une française, c'est ce qu'on appelle les Barrel Age IPA. Donc c'est quoi? C'est que tu prends une bière, et ça c'est intéressant parce que les Barrel Age IPA que j'ai goûté, ils mettent des houblons extrêmement floraux pour ensuite de ça les faire affiner en fût. Et on est sur quelque chose de complètement différent parce que c'est un peu l'antithèse d'utiliser justement des houblons floraux. Et puis, on commence à voir arriver également les... Oui, vas-y, Karim. J'avais une question justement sur les barrel age IPA et compagnie. On entend toujours que les IPA doivent se boire fraîches, c'est-à-dire sorties du fermenteur au bout de 3 mois, puisque le houblon, justement, est volatile et va disparaître. On va avoir la bière qui va perdre de son goût. Donc justement, quel est l'intérêt d'avoir une bière que l'on va faire vieillir dans un fût? Est-ce qu'il rajoute du houblon en plus pendant qu'il est en train de vieillir dans le fût? Non, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que pour les brasseries que j'ai visitées aux États-Unis qui le font depuis quelques années, ça c'est les premières barrel age IPA que j'ai bu, on est en 2012-2013. Et ce qui est intéressant, c'est que ils utilisent vraiment leur base, c'est la base d'IPA. Puis d'ailleurs, les brasseries françaises qui l'ont fait ici, c'est à peu près la même chose aussi. C'est que c'est leur IPA classique qui vont ensuite de ça mettre en fût, en barrique, et pour voir un peu quelle va être la réaction de l'affinage et de l'utilisation du bois. Alors la barrique peut avoir contenu par exemple du bourbon. Les barriques de bourbon sont très populaires, je vais revenir là-dessus plus tard. Pourquoi? Parce que pour faire un bourbon, tu ne peux utiliser que des fûts neufs. Donc une fois que tu as récupéré le bourbon, qu'est-ce que tu fais avec tes fûts? Tu les envoies aux Écossais parce qu'eux ont besoin de fûts ayant contenu de l'alcool pour faire leur scotch, ou tu les envoies aux brasseries. Et il y a des brasseries américaines qui ont des parcs de fûts à l'entour de 15 à 20 000 fûts, 20 000 barriques de 250 litres. Fait que c'est un truc de complètement de malade. Et dans ce cas-ci, en règle générale, quand ils vendent le produit après au bar, parce que c'est souvent des trucs qui sont vendus directement en fût au bar ou au brewpub, ils comparent les deux. Donc c'est vraiment, tu vas pouvoir avoir la IPA fraîche versus la barrel age. Et c'est sûr que les huiles essentielles ont pris son parti. C'est sûr que les acides alpha, bêta ont un peu changé. C'est sûr aussi que si ton fût a contenu, tu peux avoir un peu parfois une petite infection bactériologique dans le fût. Ça dépend ce qu'il a contenu. Tu peux avoir un petit peu de pédio, tu peux avoir un petit peu de lacto, etc. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Et donc, nous avons également les sour IPA. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu beaucoup ici, dans différents voyages. Mais ce sont tout simplement des IPA. Donc, c'est le même principe. On a le même grain bill, c'est-à-dire qu'on a la même recette. Mais on vient tout simplement utiliser des ferments lactiques ou des ferments acétiques. C'est souvent des ferments lactiques comme les lactobacilles puis les acétobactères. Où là, dans ce cas-là, on vient s'amuser là-dessus. Et puis, nous avons les 2 dernières années qui nous ont amené des trucs fort intéressants, comme la New England IPA, qui est en fait une salade de fruits en liquide, qui est fortement inspiré d'une bière qui s'appelle la Eddie Topper de The Alchemist. Et The Alchemist, lui, faisait une bière. Il était dans un petit village qui s'appelle Waterbury, sur le coin. Et malheureusement, il y a eu un immense orage dans le village. Et le village était dans un creux de vallée. Fait qu'il y avait à peu près l'équivalent de 5 mètres d'eau dans le creux de vallée.
la brasserie en dessous. Fait qu'ils ont décidé de construire à l'extérieur du village, dans un zoning industriel, et ils ont sorti la bière Eddie Topper en canette. On est en 2013, 2014, 2012, 2013, 2014. Le fait qu'on sorte une bière en canette, d'ailleurs sur la canette c'était marqué « Drink from the can », pour la simple bonne raison que ils utilisaient du principe de dry hopping avec des houblons, des concentrés de houblon. Les cryo-hops n'existaient pas encore, donc des petits concentrés de houblon. Et dans ce cas-là, on avait effectivement beaucoup de matière, et c'était fruité, et c'était peu amer. On va travailler au maximum l'aromatique, on laisse tomber l'amertume. Et on a commencé à copier ça. Et c'est pas facile à faire. Parce qu'il faut vraiment aller chercher l'aromatique. On ne travaille pas uniquement avec des pellets. S'il y a des brasseurs dans la salle qui veulent travailler avec ça, commencez à regarder ce que les Américains font. C'est ce qu'on appelle des cryo-hops. Ce sont des houblons qui sont en extraction à froid pour aller rechercher le maximum des huiles essentielles. Et ensuite de ça, on utilise ça en dry hopping. Petite parenthèse, utiliser des extraits de houblon, c'est pas grave. Les grandes brasseries le font pour des raisons économiques, pratiques. Mais ça reste un extrait de houblon. Il n'y a pas de produit chimique dans l'extrait de houblon, c'est une façon d'extraire le houblon. Ici, c'est souvent associé aux des techniques de grands brasseurs, mais c'est pas grave. Faire de la haute densité, c'est pas grave. C'est faire de la haute densité, la diluer, puis ensuite ça, dire « bois ma bière qui n'a pas de goût, tu vas voir, elle est meilleure ». Ça, c'est grave. Mais faire de la haute densité, 100% malt d'orge, c'est pas grave. Couper avec du maïs, puis ensuite de ça, dire « ah, ben ma bière, elle est 100% naturelle. » Enfin, oui, c'est naturel le maïs. Enfin, quoi qu'aux États-Unis, 95% du maïs, il est OGM. Ensuite de ça, nous avons Milkshake IPA. Milkshake IPA, c'est quoi? C'est un brasseur qui s'est amusé à faire une bière avec de la pectine de fruits, du lactose, des fruits, parfois du jus de fruits. Et on se retrouve avec un truc extrêmement riche. Et la première personne influente dans la région me semble que c'était en Pennsylvanie, qui a commencé à goûter ce produit-là, sa réaction, ça a été « What a milkshake ?» dans le sens, c'est quoi ça? Ça ressemble à un milkshake. Milkshake IPA. Merci, c'est vendu. Tout le monde s'amuse avec ça. Brut IPA, qui est un nouveau style assez intéressant, où là, dans ce cas-là, on est sur une bière sèche. C'est pas la levure qui va faire en sorte que la bière soit sèche. C'est pas ça le style Brut IPA. Ce sont des enzymes que l'on va travailler au mash de manière à pouvoir casser la chaîne de sucre complexe pour ensuite de ça être en mesure de venir fermenter l'ensemble des sucres pour descendre presque à 0 degré. Je parle en densité. Et une autre petite chose, et ça c'est typiquement nouveau, et je ne sais pas si vous avez accès à cette levure-là, en Norvège ils utilisent la levure Kvek, K-V-E-I-K. Et la levure Kvek est une levure il y a des travaux qui ont été faits par différentes personnes, dont Martin Thibault, qui est un spécialiste en bière au Québec, puis qui fait beaucoup de recherches à travers différentes régions un peu éloignées. Et la levure Kvek est une levure qui a été trouvée sur des bâtons de bois, qui est utilisée, qui est super puissante, que tu trempes le bâton de bois dans le mou, tu ressors, puis ta fermentation commence. C'est une levure qui travaille à 30-40 degrés Celsius, qui est extrêmement florale, qui donne très peu de phénol, mais qui est extrêmement sur les fleurs, les fruits, et qui accompagne vraiment bien les houblons tropicaux. Et on commence à voir arriver, et ça devrait arriver en France à un certain moment, on commence à voir arriver les Kvek IPA, c'est-à-dire des IPA avec des houblons Nouveau Monde, des houblons très aromatiques, mais une levure effectivement norvégienne, qu'ils utilisaient pour faire une bière fumée, avec entre autres différentes céréales, pas juste de l'orge. Mais dans ce cas-ci, on a récupéré la levure et on s'amuse avec ça. Des questions par rapport aux IPA? Parfait. Il y en a 2 devant vous. On va commencer à les déguster vite fait. J'ai choisi dans le salon 2 bières complètement différentes. D'abord, j'ai choisi une bière parce que je suis tombé en amour avec cette bière-là. Et si jamais on ne la comprend pas, cette bière-là, elle peut laisser place à énormément d'interprétations. La bière de gauche, vous avez des brasseurs savoyards. Ils l'appellent juste non IPA, mais English Tradition. Si vous sentez cette bière, qu'est-ce qu'elle sent? Hein? Non. Mais non, qu'est-ce qu'elle sent? Ça sent le beurre, oui. Ça sent le diacétyl. Et c'est pas un défaut. Quand on parle de bière, puis qu'on dit « Oh mon Dieu, une bière sent le diacétyl », c'est pas un défaut que ça sente le diacétyl. Le brocoli, ça sent le brocoli. C'est pas un défaut que le brocoli sente le brocoli. C'est un défaut que si le fromage sent le brocoli. Tu sais.
On se comprend. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas un défaut. C'est un caractère de levure. Ce caractère de levure, c'est quoi? On est sur une souche de levure qui nous vient premièrement, fort probablement, d'une souche de levure Notting Hill anglaise qui développe du diacétyl. Ensuite de ça, pourquoi est-ce que cette bière anglaise-là, le diacétyl s'exprime bien? Parce qu'il n'y a rien dans la bière qui fait en sorte que le diacétyl va être camouflé. Dans les années 70-80, les brasseurs qui commençaient à brasser des bières ont mis beaucoup de houblon, ont mis beaucoup de céréales, ont fait vieillir en fût, ont fait des imperial stout, des gros trucs, machin, etc. Mais ça cache les défauts. Dans ce cas-ci, le diacétyl, ça fait partie, c'est la signature d'une bière anglaise. Le brasseur est parmi nous. Il y a une chose que je pourrais lui dire. English style IPA, exactement. C'est exactement ça qu'il a mis dessus. Je l'aurais mis en gros, moi. C'est un truc qui clignote. Pourquoi? Parce que c'est typique de ce genre de bière-là. Et donc, vous avez ensuite de ça un peu de caramel qui se développe. Et on a une amertume franche. On n'a aucune amertume exotique en arrière. On est vraiment sur une amertume franche. On est sur une IPA anglaise bien construite. On est sur quelque chose que si jamais il y a des gens qui goûtent dans une soirée puis qui savent pas, ils vont sortir le beurre, ils vont faire « Oh mon Dieu, cette bière a un défaut ». Non, cette bière a une signature particulière. Le diacétyl n'est pas un défaut, sauf s'il est dans des bières qui ne sont pas censées en contenir. Donc par exemple, ça c'est autre chose. Et puis la deuxième bière que vous avez, un petit coup de cœur. Pale Ale, alors on a marqué blonde sur l'étiquette, mais à la limite c'est pas si grave que ça. Pale Ale Mandragore de Mélusine. Là, dans ce cas-là, vous avez un nez aromatique, vous avez un nez de fruits, vous avez un nez tropical, vous avez une finale sèche, vous avez une finale qui est effectivement non plus du tout sucrée. On est sur quelque chose qui est très, très désaltérant. Entre la première bière que je vous fais boire et la deuxième, il y a 60 ans d'évolution brassicole. Au niveau des styles, au niveau des tendances. Fait intéressant, une autre tendance, on quitte les IPA, on s'en va dans une tendance intéressante. On a un retour des bières céréalières. Ça veut dire quoi? On a un retour qui se fait en Amérique du Nord et ça commence également ici. Mais sauf qu'ici, ça va prendre un peu plus de temps parce que ça vient d'ici. Et en règle générale, on n'a pas vraiment envie de revenir sur ce qui vient. Mais en Amérique du Nord, que ce soit Québec, Canada, côte ouest, côte est, etc., on a un retour des bières céréalières assez intéressant pour la simple et bonne raison qu'on a commencé à redévelopper des techniques de brassage. Les brasseurs qui ont ouvert des brasseries au début des années 80 étaient des brasseurs amateurs qui n'avaient pas d'expérience professionnelle. Aujourd'hui, on est 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on a des écoles de brassage partout, on a du savoir-faire, on a de l'expérience, on a des techniques de brassage, on a du matériel de brassage, on a des entreprises qui fournissent du matériel. Les premières brasseries brassaient dans des cuves à lait, donc on ne se le cachera pas. Au Québec, une anecdote, le premier brasseur qui a voulu ouvrir une brasserie devait aller chercher un permis. Fait qu'il s'est présenté à la régie des alcools, des courses et des jeux, donc l'équivalent, grosso modo, de l'entité gouvernementale qui donne les permis. Et il a dit « Bonjour, je voudrais ouvrir une brasserie, nous sommes en 1982 ». C'est parce que ça fait 100 ans qu'on n'a jamais ouvert de brasserie. Fait qu'on n'a pas de papier pour ouvrir une brasserie, on a des papiers pour les fermer. Et donc, il a fallu tout recréer, bien évidemment, par rapport à ça, surtout sur tout le continent nord-américain. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces bières qui étaient principalement l'apanage des grands brasseurs, Pilsner, Red Ale, Rousse, etc., on les retrouve de plus en plus au niveau des bières. J'étais avec des brasseurs québécois, j'étais avec les gars de Trou du Diable. On est allé goûter 2-3 Pils. En toute honnêteté, là, avez-vous goûté la Météor Pils? Sincèrement, là, elle a rien à dire. C'est vraiment très bon. On est sur une bonne Pils. D'ailleurs, cette bière-là, je suis persuadé qu'à l'aveugle, elle doit être bien meilleure qu'avec le verre marqué Météor. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la perception, là. Puis ça fait partie, effectivement, de l'équation. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, ces Pils reviennent. Les bières anglaises sont en train de revenir avec un malt qu'on appelle le malt Mary Sutter. Le malt Mary Sutter, c'est un malt que les grandes brasseries anglaises utilisaient dans les années 60, mais il est compliqué à utiliser. Taux d'humidité, machin, protéinique. Et donc, les petites brasseries ont pris ça comme symbole parce qu'ils se sont dit, les grandes brasseries en veulent pas. Nous, on va le garder, on va travailler avec. Et le Mary Sutter est en train de revenir. Vous avez un travail avec des maltes caramélisés, Caramalt, Carapils, enfin bon, bref, plein de maltes. Et on retrouve ces petites bières effectivement fort intéressantes. Donc ça, c'est quelque chose que c'est pas encore tout à fait sur le continent francophone ici, pour la simple bonne raison que ça vient d'ici. Mais si vous allez faire un tour en Amérique du Nord, vous allez en goûter beaucoup, beaucoup, beaucoup. À tel point que vous allez même avoir des brasseurs qui vont vous dire « Tiens, goûte ma brown ale, là.
c'est bon, c'est sur la céréale. Je suis tanné du houblon. On commence à être tanné, on commence à en avoir marre de boire du houblon. Et ça, c'est un courant qui est en train de changer considérablement. Et puis, un autre courant brassicole, donc bien évidemment que je ne peux pas oublier, les bières sans alcool. AB InBev considère qu'en 2025, 20% de son marché sera des bières sans alcool. Molson Coors considère que c'est 100% des marchés internationaux qui auront une bière sans alcool. Vous voulez goûter une bière sans alcool tendance, une nouvelle version? Brooklyn Brewery en a fait une. C'est vraiment pas mal, 0,4%. En fait, le terme sans alcool, dans beaucoup de marchés, c'est 0,5 et moins. Et vous avez quelque chose de sympa. Comment est-ce qu'on fait de la bière sans alcool? Il y a plusieurs techniques. Les Allemands et les grandes brasseries apprécient beaucoup le principe d'osmose inversée. Tu mets ta bière, tu passes ça dans une immense centrifugeuse, il y a des petits trous, l'eau et l'alcool sortent, tu te retrouves avec un concentré de bière. La même chose que si vous aviez acheté un kit de brassage, puis que tu devais fermenter la chose. Mais sauf que là, ça a été fait. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Tu remets de l'eau, tu as enlevé l'alcool. Osmose inversée, ça prend des installations assez importantes. Une autre technique, c'est par distillation sous pression ou distillation sous vide. La distillation sous vide, là, vous pouvez, à moins 5 degrés Celsius sous vide, distiller de l'alcool. Il y a certaines distilleries qui le font. Donc on est capable, par exemple, de distiller des oranges à moins 5 degrés Celsius pour aller chercher tous les arômes d'orange et on n'a pas du tout le côté confiture. Donc on est en train de transformer complètement la distillation. La distillation, d'ailleurs, c'est une autre tendance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc distiller l'alcool. On peut distiller tout simplement l'alcool qui part avant l'eau, puisque l'eau, à niveau de la mer, bouille à partir de 100 degrés Celsius, l'alcool moins. Donc il suffit tout simplement de connaître son échelle, et ça c'est une option. Mais ce que les microbrasseries commencent à utiliser de plus en plus, c'est le fait de ne pas fermenter. Donc on brasse un mou, on laisse un petit peu fermenter, juste pour commencer tout simplement le processus de fermentation, le processus de transformation de sucre et de manière de casser le plus possible les chaînes de sucre. Et ensuite de ça, on arrête la fermentation. Ou on peut fermenter plus haut, on peut fermenter à 3-4% d'alcool avec une densité finale très élevée. On rajoute de l'eau, on va descendre ça à 0,4 avec une densité qui va être... Donc c'est ce qu'on appelle la dilution. Et les bières sans alcool, je vous le dis, les brasseries vont commencer à devoir regarder ça. C'est une tendance qui s'installe de plus en plus. Greg, oui? Et moi j'ai soif. Est-ce qu'avec les techniques de désalcoolisation que tu as décrites, on peut conserver tous les aromatiques? Pas forcément, non. Parce que la problématique, tu vois, dans l'osmose inversée, tu retires l'alcool, donc tu retires les éthanols, mais tu retires également les éthanols, tu retires également parfois un peu d'alcool de fusel, tu retires pas mal de choses. Puis de l'alcool de fusel, c'est une levure sous stress, mais quand la levure, elle travaille bien, elle en donne un peu, puis ça, elle contient quoi? Elle contient des esters. Les esters, c'est quoi? C'est des arômes. Fait que tu en retires forcément. Et deuxième chose, tu retires du corps, énormément de corps. Par osmose inversée, là, tu vas te retrouver avec une bière qui va être plus aqueuse. Pourquoi? Parce que c'est comme si jamais tu concentrais ta soupe puis tu la rediluais. Ce ne sera jamais la même chose. Ça répond à ta question? Encore 5 minutes? 5 minutes? C'est qui le prochain? Paye-lui un coup, dis-lui de prendre un verre. Tout ce qui vient du houblon, ça disparaît aussi avec le... Non, beaucoup moins. C'est ça justement, beaucoup moins avec le houblon. Et en plus de ça, rien ne t'empêche, et ça c'est un petit truc, rien ne t'empêche de faire du dry hopping après avoir enlevé l'alcool. Donc c'est le but premier. Donc on joue là-dessus. 5 minutes pour faire 2 siècles d'histoire. Ça va aller vite. Assemblage et fermentation mixte. Voilà le nouveau jouet de beaucoup de brasseries. On s'en va s'amuser à faire de l'assemblage en fût. On va s'amuser à rajouter des fruits, rajouter du sirop. Enfin, peut-être pas du sirop, sirop d'érable à la limite, mais quand je parle de sirop. Et ça, c'est pas nouveau. C'est assez commun. Ça, je veux dire, depuis le 18e, 19e siècle, on le fait dans beaucoup de brasseries. Sauf que, si vous allez aux États-Unis, aidez-moi. Les brasseurs américains sont persuadés que depuis qu'ils ont acheté des fûts en bois, là, ils viennent de révolutionner le monde de la bière. Puis là, tu as parfois envie de leur dire, calme-toi champion, là. Ça fait 3 siècles qu'en Belgique, ils le font. Dans le nord de la France, on le fait énormément, là. Fait que reviens-en, c'est pas parce que tu as ouvert ta brasserie là, que forcément le milieu de la bière vient de commencer, là. Puis ça, on se le cachera pas, faut travailler là-dessus. Un jour, c'était amusant, je m'obstinais avec un brasseur, et puis le brasseur était persuadé qu'une brasserie en Belgique travaillait de la même façon. Puis je lui dis non. Et avec le décalage horaire, j'étais sur la côte ouest, il y avait 8 heures. Ça fait qu'il était peut-être 1 heure du matin, mais ici, il était 10 heures, 9 heures du matin. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné
J'ai appelé le brasseur, je lui ai donné le téléphone, je lui ai dit tiens, règle ton problème tout de suite, on va au moins en avoir sauvé un, puis qu'il va croire effectivement qu'il y a une brasserie en Belgique. Le problème de la Belgique, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'ils sont assis sur leur laurier. La bière belge, ça se vend. Si les Américains et les Français n'étaient pas là, l'exportation irait pas bien. Et là, ça commence à se réveiller, mais le côté, la levure florale, sucre, etc., c'est encore ancré dans beaucoup de monde. D'ailleurs, ABI, donc le plus grand groupe brassicole, a vu ses ventes et ses perspectives de vente d'importation de bière, alors c'était l'Artois, l'Ef, etc., commençaient à se sentir un peu mal, dans le sens que c'est pas vrai que la Belgique est encore un château fort de la bière. Elle se fait secouer en ce moment par énormément de tendances à travers le monde, et c'est en train de complètement changer le marché international. Et puis les brasseries aiment ça, parce que les brasseurs aiment ça, faire des assemblages, des affinages en fût. Pourquoi? Parce que ça permet de sortir de métier de brasseur et de rentrer dans le métier de maître de chai. Et là, il y a du temps. Et le temps fait bien les choses. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des tendances? On peut affiner dans des fûts. Fûts de bourbon, fûts de whisky, fûts de rhum, de cognac. Mais rhum et cognac, c'est plus difficile parce que les bourbons, comme je vous le disais, on récupère les fûts après chaque batch. Donc des fûts, il y en a... Mais le rhum et le cognac, les fûts sont réutilisés. Vin rouge, vin blanc, etc., même chose. Les Italiens ont d'ailleurs inventé un style Italian Grape Ale, IPA. C'est quoi? Ce sont des bières qui ont été fermentées avec ajout de marc de raisin. Et donc, moi j'ai jugé à Birra Delano des trucs intéressants, où je jugeais par exemple toutes les bières qui avaient des nez de raisin, qui étaient sur des nez. Tu l'avais-tu fait avec moi, ça, Garland? Ouais, hein? Tu l'avais pas jugé, ça, avec nous? Mais on était vraiment sur des choses intéressantes. Et là, on a quoi? On a le côté maltais de la bière, on a les notes maltais de la bière, on a peu de notes houblonnées, on a un petit peu d'acidité, mais on a les tanins. Et les tanins dans une bière, il n'y en a pas normalement. Donc on est venu rajouter une dimension, et ces bières-là plaisent aux amateurs de vin. Et en plus de ça, on a de la chance, on est en train de rentrer dans une ère de vin où la biodynamie et les vins naturels sont de plus en plus populaires. Il y a peu de différence entre un vin naturel biodynamique avec des brettes et une bière brettée dans des fûts de chêne. Donc c'est là que ça commence à être très très intéressant. Et puis, bien évidemment, petite parenthèse, combien de temps ça prend pour affiner, pour faire vieillir? J'aime pas le terme faire vieillir parce que le vieillissement, tout le monde le subit. L'affinage, il y a une raison. Donc, tu sais, quand quelqu'un fait affiner une bière, c'est qu'il va aller chercher quelque chose de plus que ce qu'il a là. Vieillir, là, que tu la mettes en bouteille, en canette, en fût, là, ça va être toujours le même temps. Donc, il y a un petit peu de différence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, c'est combien de temps? C'est le temps nécessaire. J'ai goûté des produits très intéressants ici, hier et aujourd'hui, sur Planète Bière. Et je posais la question au brasseur. Combien de temps t'as laissé affiner ta bière? 6 mois. Pourquoi 6 mois? Ben, parce qu'on s'était dit 6 mois. Non, c'est pas toi qui décides. C'est la bière qui va décider dans son potentiel de dégustation. Et à un certain moment, je me souviens, je sais plus c'était où, on avait goûté ensemble... non, c'est toi qui m'as demandé si j'ai goûté la bière Bourbon... T'as un micro, Karim? Imperial Brown Stout, Barrel Age avec les Bourbons. Ouais, c'est Bourbon White Turkey. White Turkey. La distillerie White Turkey. De Grand Paris. Ouais, d'ailleurs, petite parenthèse, ça c'est intéressant. C'est l'expérience. Moi, au Kentucky, j'ai visité 95% des distilleries de Bourbon. Et Wild Turkey est un Bourbon qui utilise beaucoup de seigle. Et le seigle, ça donne des côtés épicés et poivrés au produit. Et bien, quand tu as des fûts de Wild Turkey, ce côté épicé et poivré se retrouve dans la bière. Fait que si à un certain moment, vous goûtez des bières, puis tu goûtes une bière, puis tu dis, c'est quoi la distillerie? C'est White Turkey. Puis après, un an après, ils la refont. C'est quoi la distillerie? C'est Maker's Mark, qui, eux, utilisent une levure ancienne allemande de la famille des Torulaspora, des Bruecki, qui est beaucoup plus sur la banane. Tu vas avoir 2 affinages complètement différents. Et ça, c'est cool parce que ça nous permet de faire quelque chose avec la bière qu'on n'a jamais fait ou qu'on a rarement fait depuis longtemps. C'est de venir mettre quoi? Un millésime. On va pouvoir voir. Les Anglais le faisaient avec les barley wine, les millésimes. Les Français le font un peu chaque année avec la bière de printemps, etc. Mais c'est souvent, c'est pas affiné. Mais le millésime se voit où? Se voit dans les bières affinées. Les lambics, les barley wine, qui étaient des bières effectivement qui étaient stockées à l'époque dans les fûts. Ce genre de choses-là. Donc, en conclusion, je m'adresse aux professionnels qui parlent de bière. Je m'adresse également aux professionnels qui la brassent. Tout ce que vous faites est lié principalement à la profondeur et grosso modo à l'écart que vous faites par rapport au style que vous avez.
Vous brassez une Pilsner, prenez donc un peu de temps pour regarder qu'est-ce qui se passe avec le style. Pourquoi? On parle de brut IPA, de milkshake IPA, de New England IPA, de tout ce que tu veux d'IPA, etc. Montblanc nous a sorti une soft IPA. Fait que je leur ai écrit sur le post, j'ai dit, c'est quoi ça une soft IPA? Ah ben c'est le terme qu'on a trouvé pour notre Crystal IPA. OK. Donc c'est quoi la Crystal IPA? C'est la bière cristal houblonnée. Ce qui est pas mal d'ailleurs, hein, on l'avait fait, c'est pas mal, c'est intéressant. Mais l'avoir utilisé le terme soft IPA sur les réseaux sociaux, ça venait encore ouvrir une autre dimension. C'est une IPA, selon eux, c'est une IPA, faible en goût, faible en saveur, faible en amertume, soft. Et ils ont le droit d'appeler ça comme ça, pourquoi? Et ce sera le mot de la fin. Parce que dans le monde de la bière, il n'y a aucune autorité internationale qui t'oblige à faire quelque chose de droit et de strict. Vous êtes en Argentine, vous décidez de faire du vin mousseux et d'appeler ça champagne. Vous avez probablement une lettre d'avocat, même si tu es au fin fond du bois, 24 heures après. D'accord? Vous voulez faire un vin château en Bourgogne, ça existe encore, mais vous voulez faire n'importe quoi, commencez à appeler un vin de Bordelais et puis de le faire dans la Loire, vous allez vous faire ramasser. Commencez à appeler un scotch à l'extérieur, vous allez faire ramasser. Faites une English IPA en plein milieu de la Lièvre, tout le monde s'en fout. Alors ça donne beaucoup de possibilités de développement, mais parfois ça donne effectivement de la dérive. Merci beaucoup, messieurs, dames. S'il y a d'autres questions, je sais qu'il y a une autre conférence. Oui. Revenez me voir après, ça va me faire plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, hein, on va te mettre un stand juste à l'extérieur. Et puis vous pourrez venir et continuer la deuxième partie de la conférence. Donc on se retrouve à 16h avec la brasserie Brixton. Donc soit avec Jess, soit avec Libby, qui sont un couple qui a monté la brasserie Brixton. Voilà, merci.